Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau: c'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau. Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire. Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon, le pauvre loup dans cette esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir, ni se défendre. Toujours, par quelque endroit fourbe se laisse prendre. Quiconque est loup, agit sans loup. C'est le plus certain de beaucoup. Mise en nom de Junie l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à votre édition, à votre émission Lumière sur le monde. Content que vous soyez là, content que vous soyez de plus en plus nombreux, content que vous soyez de plus en plus diversifiés à suivre cette émission Lumière sur le monde qui devient vôtre. Cela nous encourage car c'est pour vous que nous l'animons. Non seulement la suivez-vous cette émission, ce que nous aimons déjà, mais ce qui nous rend encore plus heureux, c'est que vous la partagez. Ça, c'est le comble de notre joie. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, vous nous nourrissez en nous envoyant de la documentation, en attirant notre attention sur tel article, en nous faisant parvenir, n'est-ce pas, les travaux de tel autre frère qui est sensibilisé sur le même type de sujet, mais bravo, l'émission devient votre émission et en vérité, cela nous encourage, pas seulement moi, mais cela encourage toute l'équipe. Je parle de Junie, je parle de Winnie J. Nous sommes heureux de travailler pour vous et c'est ensemble que nous allons gagner cette bataille. Tenez, je vous lance une question un petit peu loufoque, me direz-vous. Si vous avez prêté attention à la fable de La Fontaine que je vous ai lue, vous avez déjà une idée de ce dont je vais parler. Est-ce que vous croyez qu'un loup peut se convertir en agneau? Je vous lance cette question. Est-ce qu'un loup peut être tout à coup ému de ses méchancetés, peut être tout à coup ému de ses tactiques meurtrières et se transformer, je ne sais pas moi, sous l'effet d'une parole quelconque et se convertir tout à coup, n'est-ce pas, en agneau? Est-ce qu'un loup peut devenir véritablement un agneau? Je vous laisse cette question. Imaginez, le système occidental est bâti, comme on l'a vu. Le système occidental est construit, comme on l'a vu, n'est-ce pas, sur la hiérarchisation des peuples. C'est un système qui est construit sur l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un système qui est construit sur des discriminations, sur des crimes. Est-ce qu'une image suffit pour que les dirigeants occidentaux deviennent tout à coup des agneaux? Ou bien est-ce qu'il faut faire attention devant ces actes de conversion brusques, actes de conversion par lesquels un loup fait tout pour que désormais on le voit comme agneau? Je vous laisse tout cela. Je vous propose la pièce de musique que voici. Je vous reviens après. C'est promis. En attendant, eh bien, vous connaissez le rituel. Une bonne tasse de chocolat chaud, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. Servez-vous tout ce qui peut vous garder réveillé, car je vous veux complètement réveillé une fois de plus pour la suite de l'émission.
Euh, je ne sais pas si vous avez prêté attention au cours de ces derniers jours à la manière dont certaines entreprises, certaines organisations qui sont reconnues pour le racisme systémique qu'elles pratiquaient. Vous n'avez qu'à jeter un œil sur euh, la couleur, pour ainsi dire, monochrome de ces organisations-là, et vous serez en mesure de conclure que, tenez, c'est des organisations qui faisaient dans du racisme systémique. Vous n'avez qu'à regarder les cadres supérieurs de ces organisations-là. Berger décide de changer de peau, décide de se refaire un nom, décide de se refaire une réputation en tentant de porter l'habit d'un berger pour tromper la vigilance des brebis, pour tromper la vigilance, n'est-ce pas, des agneaux, pour tromper quoi la vigilance de l'environnement. Et Jean de La Fontaine nous dit que son coup a presque réussi jusqu'au moment où le loup a choisi d'ouvrir la voie, car il n'a pas su comment contrefaire la voix du berger. Et en ouvrant la bouche, on a réalisé que non, c'est véritablement un loup, malgré les apparences qu'il s'est données. Vous avez suivi au cours des derniers jours les manifestations légitimes par lesquelles les peuples noirs et les citoyens de bonne volonté demandent qu'on déboulonne, n'est-ce pas, des assassins, des esclavagistes, des génocidaires qu'on a élevés en héros. C'est le cas pour Churchill, c'est le cas pour Gandhi, c'est le cas pour Christophe Colomb, entre autres. Et là, devant ces manifestations légitimes, dis-je, n'est-ce pas, certains chefs d'État ont accepté qu'on replace ces génocidaires, ces assassins dans un musée, parce que ils ont existé, ces assassins, ils ont existé, ces génocidaires. On ne demande pas qu'on supprime leur nom de l'histoire, on veut continuer à parler d'eux, mais à dire de la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont tué des autochtones, qu'ils ont réduit en esclavage des peuples, qu'ils ont pillé un continent. Et d'autres chefs d'État, pour avoir l'air plus nationaliste, d'autres chefs d'État, pour sauver leur réélection, ont choisi de faire l'invraisemblable. Mais ce faisant, ils révèlent tout simplement leur vraie nature. Vous savez, c'est ainsi qu'un Emmanuel Macron en France,
qui a fait une adresse à la nation devant les manifestations, devant les réclamations des peuples noirs, n'est-ce pas, voulant qu'on déboulonne, par exemple, les statues de Christophe Colomb, voulant qu'on supprime les noms de rues qui portent justement le nom de Christophe Colomb, eh bien, un Emmanuel Macron a ajouté l'insulte aux blessures en disant que la France ne supprimera pas un seul trait de son histoire. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible d'une rive l'autre de la Méditerranée, avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. Nous ne bâtirons pas davantage notre avenir dans le désordre. La vérité, c'est que ce que les peuples exploiteurs, ce que les anciens colons considèrent comme des héros, nous qui avons subi, n'est-ce pas, leurs actes, les considérons justement pour ce qu'ils ont, c'est-à-dire des assassins, des criminels, des génocidaires. En sorte que, et je voudrais attirer votre attention à cet élément-là aujourd'hui. Vous savez, le monde, c'est un conflit de récits, c'est un conflit de romans nationaux. J'oublierai jamais, dans les années 80, tandis que Margaret Thatcher était Premier ministre, n'est-ce pas, en Angleterre, il y avait un mouvement pour demander la libération, n'est-ce pas, de Nelson Mandela, et non seulement dans les années 80 et jusqu'aux années 90, et en particulier l'ancien Premier ministre du Canada, Brian Mulroney, que j'honore pour cela, allait jusqu'à replacer la question de Nelson Mandela dans les instances internationales. Mais à chaque fois qu'on évoquait le nom de Nelson Mandela, Margaret Thatcher parlait de lui comme d'un terroriste. Donc, voyez comment, pour Margaret Thatcher, le terroriste, c'était pas les Afrikaners. Pour Margaret Thatcher, les vrais terroristes, ce n'étaient pas ceux qui pratiquaient l'apartheid, c'était celui qui se soulevait, qui invitait son peuple à se soulever contre ces injustices. C'est celui-là que Margaret Thatcher considérait comme un terroriste. Donc, faisons attention, hein. C'est-à-dire, le monde, c'est un conflit de romans nationaux. Le monde, c'est un conflit de méta-récits. Tandis que Emmanuel Macron a dit que la France ne supprimera pas un seul trait de son histoire et n'acceptera pas de déboulonner ses héros, et ce qu'elle entend par héros, c'est justement ce que moi je considère comme des terroristes. À partir de maintenant, soyons clairs que un loup peut tenter d'avoir l'air d'un agneau. Il peut, n'est-ce pas, présenter des excuses, il peut même pleurer. N'oublions pas que les crocodiles pleurent aussi. Mais soyons suffisamment lucides pour nous dire que ceux qui ont construit leur richesse sur la sueur de nos ancêtres, ceux qui ont construit leur système sur l'exploitation de nos ancêtres ne pourront pas être spontanément dans notre camp. Ils peuvent donner l'impression de comprendre, mais ils ne pourront jamais tout à fait comprendre puisqu'ils n'ont jamais subi les mêmes atrocités que nous. Ils peuvent, pour des raisons politiques, n'est-ce pas, marcher avec nous, aller jusqu'à mettre un genou par terre. N'avons-nous pas vu des chefs de police mettre un genou par terre en enlevant, n'est-ce pas, leur casquette en signe de respect devant les victimes? Mais qui est-ce qui tue nos frères? C'est le même système à la tête duquel ils se retrouvent. Donc, soyons lucides, les amis. Ne sombrons pas dans le piège de la sensiblerie, ne sombrons pas dans le piège du sentimentalisme, ne sombrons pas dans le piège du romantisme en pensant qu'un loup peut se convertir en agneau.
De par la nature du loup, il voudra manger des agneaux et c'est à l'agneau d'être vigilant pour éviter d'être piégé par une soi-disant conversion du loup. Ayant dit cela, je vous pose une autre question. Avez-vous déjà entendu parler de la doctrine de la découverte? Ah, la doctrine de la découverte, qu'est-ce que c'est? Il faudra que je remonte avec vous au Moyen-Âge. Vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 semaines, je vous avais présenté une émission sur ce qu'est le système occidental. Comment le système occidental a commencé, ce qu'on entend d'abord par l'Occident. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de l'Empire romain et qu'on a commencé alors à parler de, n'est-ce pas, de l'Empire occidental versus l'Empire oriental, véritablement à partir du 5e siècle, et que ce qu'on entend aujourd'hui par les États occidentaux ou les nations occidentales, ce sont les États-nations qui sont issus justement de l'effondrement de l'Empire romain de l'Ouest, l'Empire romain occidental. Et vous vous souvenez aussi que je vous avais dit que à la fin du Moyen Âge, eh bien, l'Occident se retrouvait au bord de la faillite. Et quand on dit l'Occident, c'est essentiellement, n'est-ce pas, les nations européennes de l'Ouest. Elles se faisaient la guerre. Elle se faisait la guerre pour toutes sortes de raisons, pour des territoires. Elle se faisait de la guerre pour toutes sortes de raisons, pour avoir des ressources, pour avoir de quoi manger. Elle se faisait la guerre parce que les récoltes étaient mauvaises. Mais non seulement se faisait-elle la guerre, donc il y avait ce problème de sécurité, n'est-ce pas? Mais les récoltes étaient mauvaises, ce qui provoquait, n'est-ce pas, si vous voulez, des problèmes économiques. Vous avez ceux qui se trouvaient au bas des sociétés occidentales qui n'en pouvaient plus parce qu'elles se faisaient de plus en plus exploiter, soit par leurs souverains ou en tout cas par ceux qui les dirigeaient. Mais il y avait, encore une fois, n'est-ce pas, j'ai dit problèmes économiques, problèmes de santé, problèmes de sécurité, en sorte que la question s'est posée pour les Européens, quoi faire? Après s'être livré guerre, après s'être livré bataille pendant plusieurs années, les nations européennes se sont dit, n'est-ce pas, il nous faut aller regarder ailleurs pour voir ce qui se passe. Et pour aller ailleurs, il fallait trouver, n'est-ce pas, un prétexte. Pensons à l'Afrique. L'Afrique n'avait pas déclaré la guerre aux Européens, donc s'il y avait un conflit déjà entre l'Afrique et l'Europe, on aurait eu un prétexte pour dire, écoutez, les Africains nous ont attaqués. Non. Il n'y avait pas de casus belli, pour ainsi dire. Les nations européennes, voulant se rendre sur le continent africain, ça c'est très important, vont se donner un appareillage juridique. Elles vont se donner un nouvel ordre dans le droit international. Ça, c'est important, cela. Jusqu'à présent, jusque-là, bien sûr qu'il y avait des échanges entre l'Afrique et l'Europe. Il y avait des échanges, quoi qu'on pensait, entre l'Afrique et l'Amérique. Mais c'était pas des échanges basés sur le conflit, c'était pas des échanges basés sur le pillage, c'était pas des échanges, n'est-ce pas, basés sur la colonisation, encore moins sur l'esclavage. Sauf que l'Europe, pour contourner ses difficultés économiques, pour contourner ses difficultés sanitaires, pour contourner ses difficultés d'ordre agricole, devait se rendre sur le continent africain. Mais quelle allait être la justification de, si vous voulez, de ce pèlerinage que l'on saura macabre en Afrique? On n'avait pas de prétexte pour leur déclarer la guerre. On n'avait pas de prétexte, contrairement à ce qu'on va dire, écoutez, pour faire un voyage triangulaire au cours duquel on partirait de l'Europe avec de la marchandise qu'on vendrait aux Africains, qui comme idiots accepteraient, n'est-ce pas, de vendre leurs frères pour de la quincaillerie, lesquels frères on amènerait en Amérique. Tout ça, c'est de la supercherie, hein, et je vais vous le prouver plus tard. Eh bien, il fallait se donner un autre prétexte. Le prétexte allait être religieux. Ok.
Ce que vous devez savoir, c'est que depuis le IVe siècle, depuis que l'Église, en 325, a fait alliance avec l'empereur romain, Constantin, l'Église définissait, pour ainsi dire, un nouvel ordre mondial. C'est l'Église qui était responsable, n'est-ce pas, du droit international. Vous n'y pensez pas. Mais quand deux nations étaient en guerre, c'est l'Église qui intervenait, soit pour faire la paix, ou pour dire que cette guerre était sainte, pour dire que la guerre était juste. Ah oui, bien sûr, à quelques reprises, l'Église a dit que cette guerre était sainte. Peu importe le nombre de gens qui allaient mourir, peu importe le nombre de victimes que telle guerre allait faire, si l'Église estimait que cette guerre était sainte, eh bien, au diable les victimes, la guerre allait durer autant d'années que cela devait durer au vœu de l'Église. Les croisades, par exemple. Eh bien, quand il y avait des conflits pour savoir qui doit accéder au trône, quel prince était l'héritier légitime de tel trône, eh bien, c'est aussi l'Église qui intervenait pour dire que c'est tel prince ou c'est telle princesse qui doit accéder au trône, et si on refusait d'obéir à l'Église, n'est-ce pas, eh bien, la personne qui désobéissait à l'Église était excommuniée. Elle était mise au banc, ça veut dire que n'importe quel individu du pays ou de la nation pouvait, n'est-ce pas, l'attaquer, pouvait même la tuer, cette personne-là, impunément, parce que elle était mise au banc. Mais quand il y avait des conflits de territoire aussi, par exemple, si on disait que tel territoire appartenait à telle nation plutôt qu'à telle autre, eh bien, c'est encore une fois l'Église qui intervenait pour dire que non, voici comment la frontière doit être tracée, telle partie du territoire sera accordée à tel pays et telle autre partie sera accordée à tel autre pays. Vous me voyez venir. C'est ainsi, par exemple, que l'Église a dû intervenir pour déclarer que tel territoire appartenait au Portugal, tandis que tel autre territoire appartenait à l'Espagne, par exemple. Et donc, puisque c'est l'Église qui définissait le droit international, lorsque l'Europe voulait entrer en Afrique pour aller piller ses ressources, lorsque l'Europe devait entrer en Afrique, n'est-ce pas, pour capturer la population africaine, l'Europe avait besoin de la bénédiction de la seule institution qui définissait le droit international. Et c'est l'Église. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé de la bulle du pape Nicolas V, n'est-ce pas, Romanus Pontifex, bulle par laquelle le pape a donné au roi du Portugal le droit d'aller conquérir les pays africains, d'aller piller les ressources et de réduire les populations africaines en esclavage à perpétuité. À partir de cette bulle, écoutez-moi bien, on va forger dans le droit international ce qu'on appelle la doctrine de la découverte. Je vais reprendre la formule. À partir de cette bulle, qui date du XVe siècle, l'Europe va forger dans le droit international ce qu'on appelle la doctrine de la découverte. Et vous allez voir, malgré le fait que nous sommes au XXIe siècle, cette doctrine de la découverte qui a été forgée par les nations européennes au XVe siècle continue de réguler les rapports entre les nations occidentales et les autres peuples, tels que je vous en ferai la démonstration dans quelques instants. Que dit la doctrine de la découverte? Écoutez bien. La doctrine de la découverte établit ceci. Un monarque chrétien ou tout individu agissant sous l'autorité d'un monarque chrétien peut se rendre sur n'importe quel territoire non chrétien et déclarer désormais que ce territoire lui appartient, que les ressources lui appartiennent et il pourra disposer de la population de ces territoires comme il l'entend. Je reprends ce que c'est que la doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte, c'est la doctrine dans le droit international selon laquelle tout monarque chrétien, donc tout roi, toute principauté chrétienne, donc essentiellement européenne, ou tout individu agissant sous l'autorité d'un monarque chrétien
peut se rendre sur n'importe quel territoire non chrétien, réclamer ce territoire, piller les ressources de ce territoire et traiter les populations de ce territoire comme lui, le chrétien, il l'entend, parce que le pape, l'Église, lui en donne le droit. Vous notez comment on appelle ça? Doctrine de la découverte. Si vous prenez un manuel d'histoire, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire, que ce soit au niveau collégial ou au niveau universitaire, allez chercher le nom de Amerigo Vespucci. Allez chercher le nom de Christophe Colomb. Vous allez voir, peu importe le niveau d'instruction pour lequel ce manuel est écrit, dès qu'on voit le nom de Christophe Colomb, on va associer à son nom l'attribut d'explorateur. Ça, c'est une perversion de la vérité. Et lorsque l'Occident veut justifier ses crimes, la première chose qu'il fait, il colore le vocabulaire. Doctrine de la découverte. Quand est-ce qu'on découvre un territoire? On découvre un territoire quand personne n'y a vécu. On découvre un territoire quand il n'y a pas une civilisation qui est associée à ce territoire. On découvre un territoire quand on est la première personne à y mettre le pied. Oh mon Dieu, l'Afrique, c'est le plus vieux continent. Les humains sont venus à l'existence sur le continent africain. Donc, comme étant un épistémicide, vous vous souvenez de ce terme épistémicide, je vais y revenir tout à l'heure, les Européens, pris à la gorge par leurs problèmes économiques, pris à la gorge par leurs problèmes sanitaires, pris à la gorge par leur manque de ressources, ont décidé que tout territoire non chrétien leur appartiendrait. Et qui va leur en donner le droit de faire cela? C'est encore une fois l'Église. Cela s'appelle la doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte a un corollaire, une expression latine. Vous savez, autrefois, quand on voulait se donner l'air savant, quand on voulait tromper les gens, quand on voulait voler les gens, on forgeait une expression latine. L'expression latine en question, c'est terra nullius, la terre qui n'appartient à personne. Imaginez la supercherie, les amis. Les premiers humains sont apparus où? Sur le continent africain. L'Afrique, c'est l'un des plus grands continents de la Terre, pas vrai? L'Afrique, c'est un continent bien habité, un continent qui est associé à des civilisations très avancées. Je vous rappelle les travaux, n'est-ce pas, du Sénégalais Cheikh Anta Diop. Et parce que l'Europe était prise à la gorge par ses problèmes économiques, les principautés européennes sont allées voir le pape et le pape leur a dit, par le fait que c'est un continent non chrétien, puisque ce sont des peuples qui n'ont pas embrassé la foi chrétienne, je vous donne le droit, par un trait de plume, d'aller découvrir ce continent. Et désormais, les terres que vous aurez découvertes vous appartiendront. Les populations qui y vivront, vous les réduirez en esclavage tel que vous entendez. Et désormais, vous ferez tout cela pour leur bien, puisqu'en réalité, vous allez travailler pour le salut de leurs âmes. Trois choses donc, la doctrine de la découverte. Vous pouvez vous rendre n'importe où, voler cette terre, ce n'est pas voler, c'est découvrir. Vous pouvez piller les ressources, ce n'est pas voler non plus, puisque ces ressources-là n'appartiennent à personne, n'est-ce pas? Le fameux corollaire terra nullius. Et quant aux populations qui y vivent, vous pouvez les réduire en esclavage, pourvu que vous travailliez au salut de leur âme. Arrêtons-nous d'abord au changement de vocabulaire. Quand j'entre chez quelqu'un, que je pille ses biens, que je réduise, n'est-ce pas, toute sa famille en esclavage, que je déclare que désormais ce qui était à lui est à moi, est-ce qu'on appelle ça exploration? Est-ce qu'on appelle ça découverte? Ou bien est-ce qu'on appelle ça pour ce qu'il est en réalité un vol? Mais prenez n'importe quel manuel d'histoire occidentale, on ne va jamais
présenter Christophe Colomb comme un pilleur, et pourtant, le système qui a payé Christophe Colomb pour aller piller en Afrique et en Amérique, l'avait finalement jeté en prison pour escroc. Et pourtant, aujourd'hui encore, quand on va parler de Christophe Colomb, on va parler de lui comme un découvreur, comme un explorateur, comme pour donner l'impression que ce que Christophe Colomb est allé faire en Amérique ou ce que les Européens sont allés faire en Afrique, c'était des découvertes scientifiques. Notez le changement de vocabulaire. Et c'est pour ça que les mots sont importants, les amis. Il faut commencer par porter les Occidentaux à reconnaître leurs crimes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des crimes. J'entendais dernièrement un intello occidental, payé par le système occidental, défendre l'idée qu'on ait en Amérique des rues qui portent le nom de Christophe Colomb. Je l'ai entendu défendre du bec et des ongles le fait que, n'est-ce pas, en Occident, on ait des avenues, des boulevards qui portent le nom de Christophe Colomb, qu'on garde les statues de Christophe Colomb, parce que pour lui, c'est avec Christophe Colomb que le monde est entré dans la modernité. Voyons donc, c'est comme les ténèbres lumineuses. Christophe Colomb est arrivé, par exemple, à Haïti, en 1492, il y avait près de 2 millions de Taïnos qui vivaient au moment où Christophe Colomb est arrivé. Une dizaine d'années plus tard, il n'en restait plus que 60 000 Taïnos. Et là, c'est ça la modernité. L'Occident est pervers dans le choix de ses mots. On parle pas de pillage quand il s'agit de pillage en réalité, mais c'est pas un pillage puisque c'est les Occidentaux qui pillent. On ne parle pas de vol quand il s'agit de vol en réalité, mais c'est pas un vol puisque ce sont les Occidentaux qui volent. On ne parle pas, n'est-ce pas, d'invasion, même s'il s'agit en réalité d'invasion. Vous avez des peuples qui débarquent sur un territoire qui ne leur appartient pas, qui arrivent sur un continent qui ne leur appartient pas, mais c'est pas grave. Au fait, ce continent-là n'appartient à personne. C'est la fameuse terra nullius, pas vrai? Mais ce qui frustre encore dans l'Occident, c'est la capacité que se donne l'occidental de mettre sur tout ce qu'il fait un vernis de l'égalité. Les nations européennes auraient pu se contenter de débarquer sur le continent africain, déclarer la guerre à des populations qui ne leur ont rien fait de mal et s'accaparer de leurs personnes, piller leurs ressources. Ça, elles vont le faire. Mais ils se disent, tenez, nous devons quand même, pour protéger nos arrières, pour protéger notre image devant l'histoire, nous devons nous donner un vernis de l'égalité. Nous devons faire très attention au droit international. Le droit international, ce sont des outils que les nations puissantes se donnent pour justifier leurs méfaits. L'artiste haïtien a chanté au début de l'émission « Organisation mondiale, yo pas bon yo ye ». Les organisations internationales, c'est en réalité des hauts lieux de la mafia internationale. Vous n'allez jamais voir, n'est-ce pas, un tribunal pénal international condamner un président américain, même si George Bush est entré en guerre contre l'Irak sous de faux prétextes. Le fameux prétexte des armes de destruction massive. Cette guerre a eu lieu en 2003. Imaginez, 17 ans plus tard, on cherche encore les fameuses armes de destruction massive, mais on s'en fout parce que c'est le président américain qui a déclaré la guerre. Donc quand je vous ai dit que le paradigme de la doctrine de la découverte n'a pas changé, l'occidental, quand il doit commettre, n'est-ce pas, ses méfaits, se donne un vernis de l'égalité et il va se donner des lois qu'il crée pour justifier ses actes. Mais la question que vous devez vous poser, comment l'Église, qui est censée être une institution de fraternité, c'est ce qu'on nous apprend, pas vrai? Comment l'Église, qui est censée être une institution qui fait la promotion de l'amour, pas vrai?
Comment l'Église, qui est censée être, n'est-ce pas, une institution qui doit favoriser le vivre ensemble, par quelle théologie l'Église a-t-elle réussi à justifier la doctrine de la découverte? N'oublions pas, je vous ai dit, l'Église était responsable, n'est-ce pas, pratiquement du 5e siècle jusqu'au moment où cette bulle a été publiée, et même après, du droit international, du nouvel ordre international. Mais vous devez vous poser la question, mais comment l'Église a-t-elle justifié l'invasion d'un continent par des peuples européens? Comment l'Église a-t-elle justifié le pillage des ressources de continents par d'autres peuples? Comment l'Église a-t-elle justifié, si vous voulez, n'est-ce pas, la mise en esclavage d'autres peuples par d'autres humains? Mais facile, sur la base de la Bible. Le pape n'avait qu'à ouvrir son Ancien Testament et toutes les justifications étaient là. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait-il pas donné à Moïse et par Moïse, plus tard à Josué, le droit d'envahir de territoire, n'est-ce pas, d'assassiner ceux qui y vivaient et de réduire en esclavage ceux qui resteraient? Eh bien, le pape dit, écoutez, il y a un principe théologique à exploiter. Nous qui servons Dieu, nous qui sommes chrétiens, tout ce que Dieu a créé est à nous. Et ceux qui ne sont pas chrétiens n'existent même pas, leur territoire n'existe même pas, leur civilisation n'existe même pas. Donc au nom du fait que nous sommes chrétiens, nous pouvons nous rendre sur des territoires non chrétiens et conquérir ces territoires au nom de Dieu. Que remarquez-vous? Quand c'est pilleurs, quand ces assassins, que nos manuels d'histoire appellent, n'est-ce pas, des explorateurs ou des découvreurs, quand ils arrivent sur un territoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent une croix. Donc, ils posent un geste biblique, ils posent un geste évangélique, ils posent un geste chrétien. Ça veut dire qu'ils réclament ce territoire au nom du Christ. Et là, l'Église est satisfaite. Deuxième geste que ces pilleurs ou ces découvreurs ou ces explorateurs, n'est-ce pas, vont poser quand ils arrivent auprès d'une nouvelle population, ils vont leur prêcher l'évangile, donc il y aura toujours des missionnaires et on va les baptiser. Cela n'a plus aucune importance qu'on les réduise en esclavage. Cela n'a plus aucune importance qu'on viole leurs enfants, qu'on viole, n'est-ce pas, leurs femmes. Ce qui compte, c'est qu'on les baptise, qu'on les catéchise et qu'on sauve leur âme. Ce qu'il y a de contradictoire, c'est que pendant les premiers siècles de l'Église, les grands théologiens venaient de l'Afrique. Si je vous dis Saint-Augustin est sans conteste avec Thomas d'Aquin les deux plus grands penseurs du christianisme. Mais Saint-Augustin vient de l'Afrique du Nord. Et pourtant, ça n'a pas empêché le pape 10 siècles plus tard de dire que c'est un continent non chrétien. Et au nom du fait que ce sont des peuples non chrétiens, ce sont des populations païennes, nous pouvons, n'est-ce pas, nous rendre sur ces territoires-là, les prendre pour nous-mêmes, piller ces ressources-là et réduire leur population en esclavage. Vous pensez que la doctrine de la découverte, c'est quelque chose de révolu? Détrompez-vous. Je vais vous prendre 3 exemples si vous pensez que c'est révolu. Haïti a proclamé son indépendance en 1804. Nous avons conquis notre indépendance en vainquant l'armée de Napoléon. Écoutez-moi bien. 53 ans plus tard, en 1857, il y avait un capitaine de la marine américaine qui passait par les eaux proches du territoire haïtien. Et tout à coup, il découvre une île qui a toujours fait partie du territoire haïtien, l'île de la Navaz.
puisque personne n'y vivait, malgré le fait que tous les documents fondateurs d'Haïti ont toujours réclamé cette île comme faisant partie du territoire haïtien, eh bien, cet Américain est allé dire au Congrès américain qu'il a découvert une nouvelle île. Et par le fait qu'il a proclamé l'avoir découverte, cette île, le Congrès américain a publié, a édicté une loi faisant depuis 1857 de l'île de la Navaz un territoire appartenant aux États-Unis d'Amérique. Parce que Peter Duncan a découvert l'île. S'il s'agissait de non-occidental, on aurait dit de Peter Duncan qu'il est un envahisseur. S'il s'agissait de non-occidental, on aurait dit que Peter Duncan est un voleur. Mais non, là, il s'agit d'un Américain. C'est la doctrine de la découverte. Il passait par là et il tombe sur cette île de la Navaz, qui est un joyau en matière de faune, qui est un joyau en matière de flore. On y trouve, n'est-ce pas, des espèces végétales qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais surtout, on avait besoin du guano qu'il y avait sur cette île de la Navaz. Mais ils n'ont pas voulu l'acheter. Ils ont dit, le capitaine Peter Duncan l'a découverte, cette île, et au nom de la doctrine de la découverte, cette île appartient aux Américains. Savez-vous quoi? Si aujourd'hui encore l'État haïtien introduit un procès contre les États-Unis vont évoquer la même doctrine de la découverte pour dire que non, l'île nous appartient, parce que c'est l'un des nôtres qui l'a découverte. Vous vous souvenez des années 80? De la guerre des Malouines, des îles Malouines? Les îles Malouines, c'est une île qui se trouve en Amérique du Sud et qui appartient de fait à l'Argentine. Mais dans les siècles passés, il y avait des Anglais qui prétendent avoir découvert cette île, la fameuse doctrine de découverte. Au nom du fait qu'ils prétendent l'avoir découverte, désormais, les îles Malouines appartiennent à l'Angleterre. Et lorsque les Argentins, dans les années 80, ont tenté de récupérer leur territoire, en ce moment-là, Margaret Thatcher était au plus bas dans les sondages. Et elle a vu une opportunité de faire la guerre pour redorer son blason et faire monter son taux de popularité. Chose dite, chose faite, elle est partie en guerre contre les Argentins et son taux de popularité a atteint quelque chose comme 90% d'approbation des Anglais, toujours au nom de la doctrine de la découverte. Prenez une carte du monde. Regardez où se situe l'Angleterre en Europe. Et regardez où se situent les îles Malouines. Et dites-moi au nom de quel principe légal les îles Malouines appartiennent à l'Angleterre, sinon qu'au nom de cette supercherie que l'Église a orchestrée au XVe siècle. La doctrine de la découverte, c'est important de le rappeler, dit qu'il y a des peuples qui sont supérieurs et qui ont le droit de débarquer chez des gens pour faire ce qu'ils veulent. Les États-Unis, au nom de la doctrine de la découverte, ont occupé tous les pays de l'Amérique latine. Tous les pays de l'Amérique latine. Et vous savez quel a été leur prétexte dans le cas d'Haïti, par exemple? Haïti est une nuisance pour ses voisins. Mais ce que les Américains ne vous diront jamais, c'est que ils ont nourri l'instabilité politique. Ils ont nourri, n'est-ce pas, la guerre civile en Haïti. Ils ont dressé telle faction contre telle autre faction pour justifier leur invasion. Et quand ils débarquent, ils disent ce pays-là représente une nuisance pour ses voisins. Nous avons le droit de l'occuper. Ça, c'est les réminiscences de la doctrine de la découverte. Il y a des peuples qui sont supérieurs, les peuples occidentaux, et au nom de leur supériorité, ils peuvent débarquer n'importe où et faire n'importe quoi. Deuxième implication de la doctrine de la découverte, ces peuples qui sont supérieurs peuvent piller les ressources des autres, les voler. Quand on dit ressources, ça veut dire les territoires,
Quand on dit ressources, ça veut dire les ressources naturelles. Quand on dit ressources, ça veut dire, n'est-ce pas, la force humaine. Eh bien, ces peuples peuvent entrer et faire n'importe quoi avec vos ressources au nom de la doctrine de la découverte. Vous pensez que ça a changé? Dites-moi au nom de quelle doctrine la France se permet de gérer les ressources des pays africains francophones. Regardez bien l'histoire de l'Afrique francophone, et pas seulement de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone aussi. Dès qu'un chef d'État, n'est-ce pas, s'avise de gérer pour le bien de son peuple les ressources de son pays, vous pouvez être sûr que la France a fomenté une guerre civile, et le temps de le dire, ce président est renversé, il y a une guerre civile, et l'armée française débarque, ou les troupes anglaises débarquent. Ça, c'est aussi une conséquence de la doctrine de la découverte. Mais la troisième implication de la doctrine de la découverte, celle-là, elle fait mal. C'est qu'il y a une civilisation qui est supérieure aux autres civilisations, au regard de cette civilisation, mais il n'y a pas d'autre civilisation. Il y a une religion qui est la religion des gens éclairés, et au regard de cette religion, les autres ne sont que des superstitions, et au nom de la supériorité de notre religion, nous allons convertir les autres peuples. C'est ce qu'on appelle un épistémicide. La vérité, c'est que, et ça, je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire, le christianisme n'a pas de spiritualité. La religion chrétienne n'est pas de la spiritualité. C'est un outil idéologique au service d'un continent. C'est un outil idéologique au service d'une supercherie. Regardez, à chaque fois qu'il y a exploitation, à chaque fois qu'il y a pillage, à chaque fois qu'il y a guerre, l'une des premières justifications qu'on se donne, c'est d'aller chercher la bénédiction de l'Église, et l'Église répond présente à chaque fois. Je vais faire un long saut dans l'histoire. Selon vous, qu'est-ce qui a justifié qu'un Hitler, par exemple, s'accapare des biens des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? Les écrits chrétiens. Dans mon livre 200 ans de zombification, j'ai fait la démonstration que la pratique des nazis de brûler des synagogues, de s'accaparer des biens des Juifs, sont copiés textuellement des écrits de Martin Luther, le père de la réforme protestante. L'occidental ne réinvente pas les choses, il suit sa logique de supériorité de sa religion. D'ailleurs, toute l'histoire de l'occidental, toute l'histoire chrétienne présente le juif comme un déicide. Ça veut dire comme un tueur de Dieu. Puisque selon le christianisme, le juif a tué Dieu, eh bien, on peut aussi le traiter comme on veut, sous le prétexte qu'il a tué Dieu. Donc les nazis n'ont rien inventé, ils ont tout simplement puisé dans les sources luthériennes ce que Luther avait demandé à ses compatriotes allemands de faire depuis le XVIe siècle, imaginez. Et donc, l'Occident s'est donné un appareillage juridique pour s'emparer des biens des autres. L'Occident s'est donné un appareillage juridique pour justifier sa violence, en sorte que quand aujourd'hui je vois ces mêmes occidentaux, ces mêmes dirigeants qui continuent à s'enrichir dans le cadre, n'est-ce pas, de la doctrine de la découverte, faire montre de repentance, je dis attention, ça c'est un loup qui essaie de se convertir en agneau, les agneaux doivent faire attention. Ce n'est pas vrai qu'un loup va renoncer à ses privilèges de loup sans qu'il n'y soit obligé. Ce n'est pas vrai que loup va renoncer à cette tactique de supercherie sans désormais vouloir manger encore plus d'agneaux. Nous devons être vigilants et exiger réparation et exiger restitution. On s'arrête ici, quelques notes de musique, je vous reviens après, c'est promis. Puisqu'un loup ne se transformera jamais en agneau, parce qu'il a des intérêts de loup, il a l'habitude de manger des agneaux, il vit de l'exploitation de l'agneau, donc c'est aux agneaux de s'organiser pour se défendre face au loup.
Et c'est le sens de mon combat en tant qu'afro-descendant, de nous sensibiliser sur l'importance de nous faire respecter. On l'a vu, les Juifs se font respecter, les autochtones sont et qui a permis, par exemple, mais c'est tellement drôle, la France a vendu la Louisiane aux Américains, mais la Louisiane n'a jamais appartenu à la France. Quand les Américains sont arrivés, n'est-ce pas, en Amérique, quand les Français sont arrivés en Amérique, mais il y avait d'autres habitants qu'on appelle justement les Amérindiens. De quel droit permettez-vous de vendre un territoire qui ne vous appartient pas? Vous vous souvenez de la guerre de 7 ans? Au terme de la guerre de 7 ans, puisque la France a perdu, eh bien, la France a cédé cette terre d'Amérique aux Anglais. Mais mon Dieu, depuis quand l'Amérique appartenait aux Français? Encore une fois, c'est le cadre de la doctrine de la découverte. Puisqu'on l'a découverte, cette Amérique, elle est à nous. Les terres, les ressources et les habitants. Alors, je vous avais promis 2 ou 3 pistes de réparation, de réclamation par semaine. Allons-y cette semaine. Une bonne façon de savoir quoi demander aux Occidentaux qui ont exploité nos ancêtres, nous, les Afro-descendants. Donc, une bonne façon de savoir quoi demander, c'est d'aller relire le Code noir. C'est un exercice que je vous invite à faire. Le Code noir, c'est justement un texte de loi qui régulait le rapport entre les maîtres d'esclaves et ceux qui ont été réduits en esclavage. Vous savez que le Code noir disait que nous ne nous appartenons pas. Puisque nous avons été achetés, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, entre guillemets, c'est-à-dire notre femme, nos enfants, et cela à perpétuité, y compris, n'est-ce pas, notre force humaine, appartenait au maître. Et le Code noir nous interdisait, à nous, esclaves, donc nos ancêtres, de posséder quoi que ce soit, puisque nous n'étions pas considérés comme des humains. Tenez, arrêtons-nous à cela. On n'avait pas le droit de posséder quoi que ce soit. Nos ancêtres ont subi ça pendant près de 500 ans. On va y aller d'une piste audacieuse. Les Afro-descendants qui vivent dans des pays occidentaux devaient réclamer une subvention spéciale de l'État pour l'acquisition d'une première maison. Ah oui? Ça vous étonne? Je vais vous aider à comprendre ça. Pendant 500 ans, nous n'avions le droit de rien posséder, même après l'abolition de l'esclavage. Pensez aux lois Jim Crow aux États-Unis, dans les États du Sud. On a tout fait pour empêcher les Noirs d'acquérir des maisons, parce qu'on savait qu'en acquérant une maison, eh bien, elles avaient la possibilité de se faire une certaine richesse. Alors, on dressait devant eux toutes sortes d'obstacles pour les empêcher d'acquérir, n'est-ce pas, des biens, pour les empêcher d'acquérir des maisons. Le Code noir disait que les esclaves appartiennent à leur maître, ils n'ont le droit de rien posséder. C'est fini ce temps-là? Fine. Comment est-ce qu'on peut réclamer réparation pour cela? Eh bien, que diriez-vous si à chaque fois qu'un Afro-descendant va faire l'acquisition de sa première maison dans un pays occidental quelconque, l'État lui donnait 25% de la valeur de cette maison, peu importe cette valeur. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. Lorsque des Européens ont décidé que tel continent leur appartiendrait, que telle population ne compterait pas, que les autres spiritualités n'avaient aucune valeur, est-ce qu'elles se sont posé la question de l'audace de la chose? Pourquoi moi, dont les parents, dont les ancêtres ont travaillé pour eux sans rien obtenir pendant 500 ans, pourquoi je serais gêné d'exiger que 25% de la valeur d'une première acquisition soit subventionnée par l'État? Deuxième proposition audacieuse. On n'avait pas le droit de se lancer en affaires, cela va sans dire, puisque le Code noir disait que notre intelligence, notre industrie, c'est le mot qui est utilisé. Ça veut dire tout ce que nous pouvions créer de nos mains
appartenaient de fait au maître. Et donc, on n'avait pas le droit de se lancer dans quelque affaire que ce soit, puisqu'on appartenait déjà à des gens qui, eux, étaient des gens d'affaires. Eh bien, une piste audacieuse à explorer serait que dès qu'un afro-descendant se lance en affaires, n'est-ce pas, dans des pays occidentaux, qu'il bénéficie, écoutez-moi bien, d'une garantie de prêt de la part du gouvernement. Savez-vous pourquoi c'est important? Toutes les études prouvent que les afro-descendants ont un accès beaucoup plus difficile aux capitaux. Les banques ont été conçues par les Occidentaux pour les Occidentaux. Et lorsqu'un afro-descendant essaie d'obtenir un prêt dans le système bancaire, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Alors, en termes de réparation, on pourrait exiger que dès qu'un afro-descendant se lance en affaires dans un pays occidental, qu'il bénéficie d'une garantie de prêt de la part du gouvernement. Enfin, troisième proposition pour aujourd'hui. Pendant 500 ans, nous avons travaillé sans rien obtenir. Nous avons travaillé sans rien demander. On ne nous donnerait jamais rien puisqu'on était considérés comme des biens meubles du maître. Tenez, on y va d'une troisième proposition audacieuse. Les afro-descendants pourraient réclamer une exemption de taxes et d'impôts. Vous trouvez que c'est audacieux? Pas du tout. D'ailleurs, au Canada, les autochtones qui vivent sur des territoires appelés réserves bénéficient, pourvu qu'ils demeurent sur la réserve, d'une exemption de taxes et d'impôts. Ils bénéficient aussi d'une exemption d'impôts lorsqu'ils occupent un emploi qui se trouve sur une réserve, selon le mot très injurieux d'ailleurs utilisé par les Canadiens. Si les autochtones bénéficient de ces exemptions-là, pourquoi nous, les afro-descendants, on n'aurait pas le droit de réclamer cela? Je vous ai donc proposé 3 pistes aujourd'hui. 1. Qu'on obtienne une subvention du gouvernement dès qu'un afro-descendant va faire l'acquisition de sa première maison dans un pays occidental. Ce n'est pas une faveur. Nos ancêtres ont construit les richesses de ces nations occidentales. 2. Dès qu'un afro-descendant se lance en affaires dans un pays occidental, il pourrait bénéficier d'une garantie de prêt gouvernemental puisque les États occidentaux sont organisés de manière telle pour ne pas rendre facile à un afro-descendant l'accès aux capitaux. Et 3, puisque nos ancêtres ont construit la richesse des États occidentaux, les afro-descendants pourraient bénéficier d'une exemption de taxes et d'impôts. Ce n'est pas impossible. Nous sommes plus que 17% de la population mondiale. Si tous ces gens-là se mettent ensemble, s'ils parlent d'une seule et même voix, s'ils sont déterminés, je ne vois pas comment on pourrait nous résister longtemps à cela. Je me réjouis tellement à la suite de l'émission de la semaine dernière. Vous ne pouvez vous imaginer combien d'appels nous avons reçus, combien de courriels nous avons reçus, combien de réactions positives nous avons reçues de la part d'organisations et même de cabinets d'avocats qui sont déjà en train de travailler sur des poursuites. Bravo! Nous devons continuer à réfléchir sur les manières les plus efficaces de nous faire respecter, sur les manières les plus efficaces d'obtenir réparation, d'obtenir, n'est-ce pas, justice pour ce que nos ancêtres ont subi. Et c'est à nous, encore une fois, de décider de la meilleure manière d'obtenir réparation. Nous ne réclamons pas des faveurs des nations occidentales. Nous voulons tout simplement que justice soit faite. 500 ans de sueur, 500 ans d'exploitation, 500 ans de travaux sans rien obtenir, les afro-descendants réclament justice. Vous vous souvenez que la semaine dernière, j'avais commencé par nous dire que nous devons attaquer l'Église en justice parce que c'est l'Église qui était le commanditaire de ces crimes. Maintenant qu'on a vu ça, je vous ai proposé aujourd'hui 3 autres pistes. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres pistes. Encore une fois, c'est des suggestions que je vous fais et nous allons, dans un autre temps,
vous parler de la manière dont on peut effectivement mettre ces choses en exécution. Je suis pas seul là-dedans. Il y a des cabinets d'avocats, il y a d'autres organisations de par le monde, imaginez, d'afro-descendants qui réfléchissent sur la chose et nous allons constituer des faisceaux pour qu'ensemble, nous nous fassions respecter. Salut, je vous reviens, ne partez pas encore, le live n'est pas terminé. Je voudrais vous lancer un petit défi. Si vous regardez bien, nous sommes rendus peut-être là à 7800 abonnés. Mon objectif, c'est d'atteindre d'ici à la semaine prochaine 10 000 abonnés. Pour y arriver, j'ai besoin que vous qui nous regardiez maintenant, vous cliquiez sur abonner. D'accord? Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Mais il y en a d'autres qui se contentent de regarder la vidéo, ce qui ne nous dérange pas, mais qui ne s'abonnent pas. En vous abonnant, vous avez beaucoup d'avantages. Vous êtes informés automatiquement de ce que nous mettons sur la page et dans les semaines à venir, nous allons mettre à chaque semaine de nouvelles vidéos où nous allons parler de l'histoire des peuples noirs, où nous allons parler de la spiritualité des peuples noirs, où nous allons parler de la culture des peuples noirs. Donc en vous abonnant, vous avez cela automatiquement. Et voilà pourquoi je vous lance ce petit défi. Si d'ici à la semaine prochaine, on atteint les 10 000 abonnés, je vais tirer 5 exemplaires de mon premier livre, Vaudou, je me souviens, et 5 exemplaires de mon dernier livre, Haïti, miroir d'une société en décomposition, ici on recommençait. Et vous allez recevoir ce livre-là, vous qui l'aurez gagné, chez vous, où que vous vous trouviez dans le monde, avec une dédicace personnalisée. Donc, on y va les amis, on relève ce petit défi. On atteint 10 000 abonnés et plus d'ici à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de liker la page. Likez. Ne vous contentez pas de nous dire que vous aimez. Et partagez aussi. Taguez vos amis, taguez, n'est-ce pas, vos réseaux respectifs et envoyez-leur cette vidéo. Mon but, c'est de conscientiser les peuples noirs de manière à ce que nous nous fassions respecter. Donc, on relève ce petit défi de 10 000 abonnés d'ici à la semaine prochaine. Et si on atteint cet objectif, je vais tirer 10 livres pour mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Mes livres s'étendent, mon Dieu, sur 13 ans déjà. Donc, on va prouver l'unité de l'œuvre en faisant ce tirage. On relève ce défi. Likez, partagez et abonnez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir. On font-y parler à des... On font-y causer à des... Mais de vérité nous sujet pour yo baban, vieux chay, poté.